Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je sais que ce soir, on déroge un petit peu de nos habitudes. D'habitude, là, on se voit le jeudi soir. On est le lundi aujourd'hui. Dans le temps des fêtes, on fait ça un petit peu spécial. Donc, avez-vous hâte de parler avec mon invité ce soir, qui est nul autre qu'Olivier Croteau. Je vais lui lancer l'invitation à l'instant pour qu'il se joigne à moi. Tu bien, by the way? Je t'entends très bien. Cool. Et puis, je te souhaite un joyeux Noël en retard, une bonne année en avance. Et je sais pas à quel point ça fait la différence pour toi, mais je spécifie que tu es mon premier auteur masculin que je reçois. C'est-tu vrai? Aïe, wow! Ben ouais. Je suis honoré. Ben oui, fait que pour finir l'année, on va finir ça avec brio. On fait ça spécial. Voilà. Très content. Merci, Myriam, de me recevoir. By the way, je suis très content de te jaser ce soir. Ça va être le fun. On s'était déjà jasé une bonne petite demi-heure en vrai, en personne, mais là, on va se parler plus en profondeur dans le blanc de nos écrans. J'adore. Mais dis-moi donc, moi, je te connais un tout petit peu, mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu voudrais commencer par te présenter? Ben oui, absolument. Dans le fond, moi, je m'appelle Olivier, évidemment. Je suis auteur de genre fantastique, suspense. J'ai différents types de romans que j'écris. Principalement, j'avais commencé à écrire du fantastique en 2015. C'est avec des romans, c'est l'Ange Gardien, c'est des romans fantastiques. Avec ça, j'ai commencé à écrire. Par la suite, je suis allé vraiment dans la branche plus. J'ai exploré un peu l'horreur, le suspense. Donc, j'ai publié des romans de ce genre-là. Puis dernièrement, en fait, depuis l'année dernière, là, je me concentre plus dans le livre-jeu. Donc, les livres un peu comme les livres dont vous êtes les héros. Donc, une nouvelle série que j'ai partie l'année dernière. Donc là, c'est là-dessus que je travaille principalement. Mais oui, donc ça, c'est ce que je fais dans le domaine du livre. Sinon, est-ce que tu voulais que je te parle de moi en dehors de... Ouais, ben tu es où? T'as combien de poissons rouges? Je n'ai pas de poisson rouge, mais j'ai un pitou, un gros chien, un berger allemand croisé avec du... qui est, Du poil, genre. Comme je me plais à l'écrire souvent dans mes dédicaces de livres, c'est mon compagnon d'écriture, mon compagnon d'aventure quotidien. C'est vraiment le meilleur des chiens. Il est super. Il est surtout très patient quand j'écris, parce que écrire avec un pitou qui veut tout le temps jouer, des fois ça peut être je ne vais pas dire difficile, mais c'est un petit défi. Mais il est super fin. Puis quand je travaille, quand j'écris, c'est que c'est le temps d'être tranquille. Puis après, quand c'est le temps d'aller marcher dehors, quand c'est le temps d'aller jouer, ben c'est le temps de faire ça. Un petit chien intelligent. Il est tellement, tu sais, puis je m'amuse souvent à dire ça avec ma copine, c'est que ce chien-là, c'est Kenzo, by the way, son nom. Puis il est tellement humain. Il y a tellement quelque chose dans le regard là, qu'il comprend. Il sait, là, il est vraiment très allumé, puis c'est vraiment le meilleur chien. Ouais. Oh, le meilleur ami de l'homme, c'est le cas de le dire. Oui. Puis dis-moi donc, Olivier, apparemment que tu écris des livres. Moi, j'en connais un peu plus que les autres, mais c'est quoi t'as écrit? OK. J'ai écrit, allons-y en ordre chronologique de sortie en librairie. Donc, de 2015 à 2018, j'ai travaillé sur une série fantastique qui s'appelle L'Ange Gardien. Donc, c'était une trilogie. Donc, il y avait 3 tomes. Il y avait premier tome, L'Apocalypse sur Terre. Deuxième tome, La Chute des anges. Et troisième tome, L'Archange originel. Donc, c'était un gros univers de vraiment fantasy que j'ai crié, oui. J'ai crié ça haut et fort. Vraiment, c'est quelque chose que je me suis tellement plu à faire. J'ai tout le temps aimé
le surnaturel, puis on va revenir tantôt parce que je travaille aussi là-dessus dans mes romans suspense, là, mais j'ai tout le temps aimé le surnaturel, puis les histoires, tu sais, la chasse d'esprit, ces trucs-là. Puis je sais pas, il y a quelque chose avec cet univers-là qui m'avait vraiment interpellé. Fait que j'ai travaillé là-dessus pendant quelques années. Après, il y a quelqu'un en commentaire qui a l'air de bien te connaître, là, qui dit que tu as commencé à écrire pas mal avant ça. Emmanuel. Oh, Emmanuel, c'est mon enseignante de secondaire. Salut, Emmanuel. Oh, c'est donc ben cute! Ah, c'est cool, je suis content qu'elle soit là. Mais oui, en fait, écoute, je vais en profiter pour ouvrir une parenthèse, petit fait cocasse. Emmanuel, c'est en secondaire 3 qu'elle m'a enseigné. Puis j'avais beaucoup d'amis durant cette année-là qui tripaient vraiment sur. C'était le temps que Twilight, les livres, là, c'était la grosse mode. Puis c'était drôle parce que toutes mes amies, elles tripaient, lisaient ça, puis moi j'aimais ça les vampires et tout, puis je me suis dit, hey, je vais les lire moi aussi pour voir. Puis Emmanuel aussi, elle les lisait, puis tout le monde s'en parlait, fait que je les ai lus. Puis j'avais tellement aimé le premier tome qu'à la fin, j'avais écrit un genre de fanfiction, la fin, tu sais. Puis je l'avais apporté à ma prof, avec Emmanuel en classe, pour lui montrer, faire lire pour le fun. Puis c'est elle, la première, qui a lu quelque chose que j'ai créé, puis qu'elle me dit, pour vrai, tu as un talent, tu devrais, t'as pas pensé à être écrivain, toi, plus tard. Puis à ce moment-là, il avait dit non, pas en tout. C'était ma réponse honnête, parce que c'est vrai, j'avais pas en tout pensé à ça. Puis le destin a fait que plus tard, ben, j'ai fini par travailler dans le domaine du livre. Mais oui, Emmanuel, c'est la première à m'avoir dit, tu devrais peut-être penser à ça, peut-être une bonne idée. Il y en a qui ont toute une vocation, puis c'est vrai. Hein? Fait que là, mais ça, Jordan, on va y venir tantôt. Ça va être dans mes questions. Tantôt, je vais lui demander là, s'il avait toujours pensé. Il a un peu répondu à ma question. Là, ça a commencé un peu en secondaire 3, son affaire, mais on va reparler là, de ton parcours d'écrivain tantôt. Si on veut poursuivre avec la chronologie de tes écritures. Oui, donc c'est ça. Donc, 2018, je publie le troisième Ange Gardien. Ensuite, c'est vraiment des années plus tard, là, j'ai publié Un conte de feu en 2022. Conte de feu qui est un suspense surnaturel, paranormal. Puis là, comme je t'ai dit, tu sais, j'ai vraiment comme bifurqué du fantastique vers, je voulais explorer un peu le genre horreur, mais pas le horreur dans le graphique ou dans le gore. Moi, je suis vraiment plus dans l'épouvante, dans le... disons, moi, j'aime beaucoup travailler avec le non-dit. Ce qui fait peur, c'est ce que tu vois pas. Travailler sur le sentiment d'angoisse, sur les petites frayeurs, puis faire travailler aussi l'imagination beaucoup. Moi, il y a une scène qui c'est niaiseux, là, mais il y a une scène, je me souviens, qui m'a marqué d'un livre de Stephen King. C'est littéralement, là, dans les 30 premières pages du livre, c'est Salem. Dans les premières pages, il décrit une maison, là, comme dans son enfance, en fait, il décrit un rêve, un souvenir d'une maison qui faisait peur, qui allait. Puis la scène, il fait juste décrire qu'il montait dans une pièce, puis qu'en ouvrant la porte, il voyait quelque chose. Puis il n'y a rien réellement dans cette scène-là. Il fait juste décrire son sentiment d'angoisse. Puis je me souviens que j'ai fait un cauchemar cette nuit-là. Plus que quand j'écoute des films d'horreur, que c'est très graphique. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, pour vrai, dans ces quelques pages de cette scène qui se passait rien du tout, c'est vraiment juste un sentiment d'angoisse. Peur. Ouais, puis j'étais tellement montré que mon imaginaire était tellement sollicité que ça m'a fait travailler plus. Que moi, c'est ça qui me fait triper dans le genre horreur, c'est quand ça roule dans ta tête, là, tu sais pas ce qui se passe, puis tu fais paquet de scénarios. Moi, c'est ça qui me fait triper. Fait qu'avec, tu sais, un conte de feu, j'avais commencé à explorer qu'est-ce que je pouvais, tu sais, écrire puis à jouer dans le genre. Jouer avec le cerveau des gens. Ouais, oui, moi, c'est ce que, moi, j'aime bien. J'aime bien, puis tu l'as vu avec Amniotique. J'aime bien ficeler l'histoire de la meilleure manière possible pour que, de un, tu penses que ça s'en aille quelque part,
puis ça va pas pantoute là. Ouais. Puis de deux, j'aime les livres, les films que tu termines, puis ça travaille parce que t'as pas toutes les réponses nécessairement, mais en même temps, la réponse est là, mais là, t'es comme, OK. Un gros WTF! Moi, c'est ce qui me fait triper, fait que c'est ce que j'essaie de faire de moi-même avec mes livres. Mais c'est ça, donc, un conte de feu, ça a été mon premier pas dans le genre horreur. Après, j'ai publié mon premier auto-édité Lunaire sur Amazon, qui est un tout petit roman de 120 pages. C'est dans Lunaire, c'est une relation entre deux personnages. Il y a juste deux personnages dans l'histoire, c'est une psychiatre et son nouveau patient. C'est vraiment une histoire qui se passe sur 7 jours qui dans le fond, qui décrit le développement relationnel entre ces deux personnages-là. Mais c'est un texte que j'ai vraiment travaillé. C'est un gros travail de forme, ce texte-là. Je me suis amusé à intégrer, là, vraiment, là, j'ai écrit ça pendant que j'étais à l'université, puis tous les travaux poétiques que je faisais, différents genres que je lisais, j'ai étudié en littérature, c'est ça, puis il y en a des genres que j'ai lus, des trucs qui font travailler ton imaginaire, des trucs qui te font on dirait, ouvrir tes horizons vers des médiums artistiques que tu pensais pas aimer finalement. On dirait que tu patauges un peu partout. Puis ça, ce petit livre-là, c'est un ramassis de comment tout tournait dans ma tête pendant mes 4 années de bac. Moi, c'est une expérience vraiment, c'est une expérience des mots, 100%, ce livre-là. Tout petit livre, mais ça se lit comme un long poème. Disons. OK, je comprends. Cool. Là, il y a Isabella qui dit qu'il l'a. Puis d'après moi, Isabella, t'attends juste de le lire puis nous donner ton avis. J'ai très hâte d'avoir ton avis parce que moi, en tout cas, il me tente beaucoup Linéaire. Nice. Je suis content. Je suis content que ça t'intrigue. Ah oui. Ben là, moi, depuis que j'ai découvert Amniotique, c'est sûr et certain que tout ce que tu as écrit d'autre m'intrigue. Mais parlons-en un peu d'Amniotique parce que ça a été, pour vrai, ça a été, pour moi, toute une expérience. Il est tellement cool. Ben ouais, puis il faut lire le livre pour comprendre la couverture. Ah, OK, on le dit pas, mais t'as catché, parce que c'est pas tout le monde qui s'en rend compte. Hein, pour vrai? Ouais. Me semble, c'est quand même assez évident. Ouais, mais je suis content que tu t'en es rendu compte parce que oui, sans vouloir trop en dire, mais oui. Ouais, on fait tout. On dit juste ça, mais lisez-le. Ouais. Mais dis-moi donc, ouais, fait que là, lui, c'est ton tout dernier. Ben, ton presque tout dernier, parce que là, t'en as vraiment un tout dernier très récent. Parce que là, Amniotique, il est 2024, hein? Ouais, OK. Dans le fond, Amniotique, initialement, je voulais le publier l'année prochaine. Ouais, dans mon planning, parce que mon dernier que j'ai sorti, c'est mon série dessin, livre-jeu, qui est L'île oubliée. L'île oubliée, je voulais le sortir cette année, en décembre, et Amniotique, je voulais le sortir au printemps prochain. Mais le livre était prêt, puis c'est que j'avais le choix à soi qu'il est prêt, je le laisse à la glace, puis on attend l'année prochaine. Ou je me suis dit, je voulais pas sortir trop de livres en même temps, mais en même temps, il y avait quelque chose avec les thèmes dans ce roman-là que c'est tellement actuel. Il y a tellement, il y a beaucoup les thèmes de l'angoisse. Il y a beaucoup je pense que c'est le thème principal du livre, c'est vraiment comme l'anxiété, comment, la gestion du stress. Je frôle un peu beaucoup de malaise de société, mais aussi dans le volet, parce que ça, c'est pas un punch, c'est comme un peu dans l'élément déclencheur, c'est que c'est une nouvelle technologie expérimentale d'hypnothérapie qui permet de gérer son stress directement à la source. Fait que le traitement, en fait, c'est une espèce de machine avec un casque qui couvre la vue, puis un respirateur et tout, puis c'est une technologie qui permet Attends, tu dis que c'était sous l'eau ou dans l'eau?
Oui, ben c'est ça, c'est une bassine en fait, parce qu'il y a différents traitements, puis effectivement, le traitement qu'on va proposer à Thomas, qui est le personnage principal, vraiment pour l'aider avec ses peurs, c'est l'hypnothérapie immersive, donc on te met dans une bassine remplie d'eau. Euh, Tu et sais, genre dans le noir avec un masque, tu vois rien, genre, tu sais, tout pour angoisser en partant, là. ouais, Genre, règle ton anxiété, puis on te traite de cette façon-là. ouais, exact. Puis, mais c'est parce que cette machine-là carbure avec deux technologies. Il y a la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Puis c'est deux technologies ensemble qui font, dans le fond, ils vont t'endormir, puis comme les stimuli qui t'envoient puis qui analysent avec la réponse cognitive, va moduler ton rêve puis va te faire voyager comme qu'est-ce que tu as peur, mais on va t'amener précisément à qu'est-ce qui t'angoisse, qu'est-ce qui te fait peur pour que tu aies l'impression de le confronter réellement d'une certaine façon. Ça Mais c'est que tu sais, donne envie, ça donne envie. ouais, hein? Ben, je sais pas. Hein? Mais tu sais comme moi, de nos jours, on parle beaucoup, oui, de réalité virtuelle, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Puis pour moi, avec ce livre-là, je voulais, tu sais, d'une certaine façon, montrer montrer un peu tu sais, le danger puis le risque derrière certaines formes de technologie qui, des fois, ils ont l'air anodines, mais qu'on peut réellement, on sait pas où est-ce qu'on s'en va réellement avec tout ça. Fait que il y avait tellement des thèmes actuels que je me suis dit, ah, gars, il est prêt, je l'ai travaillé longtemps, puis tant qu'à le faire attendre, on va le sortir cet été. Fait que j'ai sorti comme à 6 mois de décalage pour laisser mes deux livres respirer un peu. Mais je pense que c'était un bon timing pour le sortir maintenant parce que j'ai des commentaires que j'ai reçus. Je pense qu'il est arrivé à un bon timing disons dans l'agenda de lecture de plusieurs personnes. Je suis content de sa réception à date. Wow, ben, il y a Annie de Annie, je sais pas si tu lui avais fait Mmh. parvenir ton livre, Ouais, qui ouais, dit que ça a été un coup de cœur, elle aussi. Fait que ouais. là, t'as fait mon palmarès de mes coups de cœur à moi pour 2024. Mmh. Puis, fait que c'était juste là. Mais c'est ça, je sais pas si tu l'avais vu, mais Amniotique, moi j'ai resté à la fin, comme on reste sur la fin. Puis là, on peut en débattre, là, mais comme la fin du film Origine avec Leonardo DiCaprio, tu sais, là, il s'en va dans les rêves, puis à la Ouais, fin, il y a la toupie qui continue de tourner. Puis là, on est comme, mais est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce qu'on est dans un rêve? Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Où c'est qu'on s'en va? Qu'est-ce qui mmh. se passe? Fait que j'ai trouvé que c'était l'espèce de même finalité un peu ambiguë qu'on est comme, j'adore ça, je capote. Ah, c'est vraiment, pour elle, c'est super trippant ce que tu dis. Euh, tu sais, Origin, Inception, moi je l'avais écouté en anglais, j'ai capoté sur ce film-là pour les mêmes raisons que ce que tu viens de dire. C'est tellement, c'est tellement des concepts fascinants. Ah, c'est fou. C'est des concepts qui, justement, que c'est tenter de comprendre l'incompréhensible, on dirait. Ouais, puis de se situer un peu là-dedans, de c'est Mhm. quoi réellement, parce que là, on peut y aller loin, là. On pourrait même à se demander c'est quoi la réalité. Tu sais, avec la réalité virtuelle puis ces choses-là, quelqu'un qui vivrait uniquement dans la réalité virtuelle, est-ce qu'il y aurait une vie à proprement parler? En tout cas, là, ça Ouais. peut être, on n'est pas en cours de philosophie, là. Non, mais dans Inception, il y avait ça. À un moment donné, il me semble, certaines personnes tu sais, il y avait plusieurs couches de rêve. Puis Ouais, quand tu étais dans les couches les plus profondes, le ouais, temps réel était tout le temps de plus en plus long par rapport au temps réel. ouais. Il y a du monde qui volontairement se pluguait pour vivre là-bas, pour vivre. C'est comme il se dissociait du monde réel pour comme s'amener ailleurs, vivre des choses qu'ils sont pas capables de vivre dans le vrai monde. Puis ça ramène à ce que tu viens de dire, tu sais, qu'est-ce qui est réel ou pour quelqu'un qui vit dans cette espèce de simulation-là, à un moment donné, quand est-ce que tu sais, est-ce que tu perds la notion de je suis dans une simulation à un certain point de Ben, probablement que oui. hmm.
Mais, Intéressant tout ça. en tout cas, moi, grosse fan d'amniotique, mais je veux savoir, là, t'as étudié, toi, en littérature, Ouais. mais pour sortir avec des concepts comme ça, puis même linéaire, avec des concepts, puis tu sais, je trouve que ça revient quand même tu sais, on voit qu'il y a un aspect, vouloir travailler avec la psychologie, tu sais, dans linéaire, t'es avec un Mhm. psychiatre, dans amniotique, on voit qu'on travaille la psychologie beaucoup avec l'anxiété. Le personnage principal essaie de régler un problème, tu sais. Mhm. C'était quoi le genre de recherche que tu as faite, en fait, pour écrire tes romans? Mhm. Euh, j'ai bien aimé que tu aies fait le lien qu'il y a beaucoup de. On dirait que ça tourne beaucoup autour de la. Je tourne souvent autour de la psychologie, en fait. Puis je ramène même ça à L'Ange Gardien, tome 1. Joshua, le personnage dans l'histoire, lui, étudiant en psychologie au début. Oh, je le savais pas, mais tu sais, franchement. Il y a, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné avec. Je me souviens, en fait, quand je suis arrivé au cégep, là, j'avais pris j'avais commencé mon deck au cégep comme en concentration psychologie. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Puis, ça me fascinait vraiment beaucoup. Puis même à l'université, écoute, tu sais, en littérature, on a tellement étudié, puis je m'attendais pas à ça, mais Freud, on l'a vu partout, là, dans la psychanalyse. Parce que des fois, on analysait des œuvres, puis des fois, il y a des cours de littérature que, pour X, Y raison, Freud est partout parce que on dirait que création artistique puis psychologie, il y a quelque chose, il y a un lien très étroit entre les deux, puis on dirait que il y a tout le temps quelque chose d'essayer de comprendre les mécanismes du cerveau, de l'esprit humain, du cerveau, quand tu crées, puis, on dirait que ça m'a tout le temps fasciné parce que quand t'es dans le quand t'es dans les arts, quelqu'un qui est là, je cherche la meilleure façon de le présenter avec des mots, mais c'est comme quand t'es dans quand t'apprécies une œuvre, tu sais, mettons, quand tu vois de l'art, peu importe le médium, quand ça vient te toucher, tu sais, mettons, tu vois une toile, une belle peinture, puis ça crée quelque chose en toi. Ça, c'est fascinant parce que c'est comme, il y a quelque chose, il y a quoi devant toi qui vient générer quelque chose de, tu sais, comme, une émotion. Puis il y a de la psychologie impliquée là-dedans, puis dans le médium artistique, puis la personne qui crée, puis la personne qui reçoit, tout tourne autour de ça. Fait que on dirait que ça me fascine. En fait, ça me fascine beaucoup la psychologie, parce que je trouve que c'est très près de la poésie, c'est très près de la Oh, création, c'est très près de tout ça. oh, ok. Fait que peut-être que mon point de départ est tourné autour de ça, mais pour le volet recherche, pour l'UNER, euh, il y a quand même une règle que je m'impose, c'est que quand j'écris une histoire puis que j'aborde des thèmes, euh, j'aborde rien que je suis pas certain, de un, parce que pour moi, je peux pas écrire quelque chose que je comprends pas. C'est pour ça que j'écrirai probablement jamais, puis jamais, mais probablement, tu sais, écrire du policier, c'est pas dans mes plans parce que je suis tellement loin de la réalité des policiers, puis j'ai pas de policiers dans mon entourage, puis c'est pas dans, on dirait que c'est pas dans mes projets rapprochés de vouloir vraiment comme aller m'informer, tout. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de truc que je fais pas, mais le Puis c'est pas psychologique, nécessairement peut-être dans tes intérêts, tu sais, en même temps, si tu as envie d'écrire qu'est-ce que t'aimes, si le policier, ça t'interpelle pas, bah, tu iras pas écrire du policier plus qu'il faut. 100%. 100%, tu l'as positionné de la meilleure manière qu'on aurait pu. Mais mettons comme la psychologie, tu sais, dans le linéaire, ça se passe dans un institut psychiatrique. Moi j'ai un ami qui est psychologue, puis j'ai une amie qui a travaillé à l'Institut Pinel à Montréal. Fait que, tu sais, j'avais déjà comme ces deux contacts-là que moi j'ai écrit au début mon script de façon assez générique, puis après, pour vraiment donner du concret, je leur posais des questions, je leur faisais lire, tu sais, des passages, puis vraiment pour ajouter après au scénario, pour mettre des détails que si toi, tu es dans cette réalité-là, tu le lis, ben, tu te dis, oui, ça fait du sens parce que on fait ça. Ça me ramène aussi à Un conte de feu, qu'initialement, je l'avais écrit avant, parce que j'ai enseigné au secondaire pendant une année, en français de secondaire 5. En fait, j'étais comme suppléant. Puis finalement,
il y avait une charge qu'ils ne trouvaient pas, puis ils me l'ont proposé. Fait que j'ai dit, ah ben oui. Fait que j'ai pris un groupe pendant une année, un groupe de secondaire 5. Puis c'est cette expérience-là, pendant un an, à l'école, avec les jeunes, à travailler vraiment de près avec tout le monde, que j'ai repris mon manuscrit d'un conte de feu, puis je l'ai réécrit à grandeur pour adapter le langage des jeunes, adapter certains détails comme pratiques du domaine scolaire, du milieu, de quelqu'un qui est dans une école, qui lit ça et dit oui, ces scènes-là se peuvent, ces interactions-là entre les profs, ça se peut. Fait que c'était le fun parce que là, j'ai vraiment comme... Fait que pour moi, chaque fois que j'écris quelque chose, tant que je suis pas 100% sûr de ce que j'écris, ça tu sais, la façon de parler, mais ça blende dans un réalisme concret. Je peux pas. N'importe qui pourrait corroborer tes faits. Oui. Ben oui. Puis à Myotique, dans le fond, réellement, parce que dans Myotique, on parle beaucoup de théâtre, on parle beaucoup de scène artistique. Puis, tu sais, moi, j'ai étudié, j'ai étudié mon secondaire en théâtre. Je suis là-dedans beaucoup aussi par la littérature et tout, mais j'ai aussi ma copine qui, elle, est dans le milieu du cinéma puis de la télé. Et en fait, fun fact, mais dans le livre Amniotique, il y a un théâtre que j'ai créé, le théâtre des deux côtés, qui n'existe pas du tout. Dans mon histoire, il est sur Saint-Laurent, à Montréal. Mais ce théâtre-là est inspiré d'un théâtre où ma copine a travaillé avant. C'est un théâtre à Montréal. Il y a beaucoup d'aspects de vraiment là, des lieux puis des interactions entre des personnages, encore une fois, des situations qui se peuvent, parce que c'est des situations qui se peuvent pour vrai, parce que je prenais par là de mes expériences personnelles. Mais ouais. Ce qui est stressant dans la lecture, c'est que tout se peut. Ouais. Tu lis sur le bord de ton siège tout le temps, là, en train de stresser. Là. Moi, en tout cas, moi, j'ai stressé tout là. Comme écouter un film à suspense, là, t'es comme... Non. En tout cas, je dirais pas que ça, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien, vivre des émotions que tu vis pas avec tous tes autres romans. C'était très... aussi bizarre que ça peut être dit, c'était le fun stressé dans ton roman. Ben, tant mieux, parce que le but de ce roman-là, c'était de créer ce petit sentiment-là de stress. Puis je suis content de savoir que ça a fonctionné. Oui, absolument. Dis-moi donc, Olivier, là, je sais pas si tu es comme tous les auteurs ou la majorité des auteurs qui voudraient peut-être vivre de sa plume entièrement. Mais j'imagine que comme la majorité, tu ne vis peut-être pas exclusivement de ta plume. Donc, que fais-tu? As-tu un emploi, mettons, à tous les jours? Oui, oui, absolument. Moi, de ma vie, j'ai un emploi temps plein comme traducteur et spécialiste communication. Hein? Ouais, moi, je travaille pour une agence marketing, puis ce que je fais en fait, c'est que je gère toutes les communications internes, externe, puis c'est une agence qui est canadienne, donc pour le marché québécois. Eux autres, tout est produit, tu sais, mettons le matériel, tout le contenu en fait de formation ou marketing ou ces trucs-là, c'est tout créé en anglais, puis moi, ben, je me trouve à tout traduire pour le marché québécois. Fait que c'est ce que je fais de ma vie au niveau financier, disons. Ouais. Donc non, je ne vis pas de ma plume. C'est sûr que comme probablement tout le monde à qui t'a posé la question, ils vont dire c'est un rêve, ce serait merveilleux. Non. Puis, je te dirais même pas, je te dirais peut-être que c'est la moitié des auteurs qui vraiment voudraient ça, mais l'autre moitié des auteurs à qui j'ai parlé veulent garder leur emploi, veulent vivre autre chose que juste écrire. Je peux comprendre. Ils ont besoin de vie sociale, ils ont besoin d'aller chercher de l'inspiration, ils ont besoin de vivre peut-être des émotions plutôt que juste d'écrire peut-être quelque chose qui... Si tu fais rien qu'écrire puis tu vis de ta plume, faut t'écrire pas mal pour vivre de ta plume, là.
Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'à à moins, tu sais, à moins que tu sois de ces chanceux ou chanceuses, que tu sais, que ton livre arrive à bonne place au bon moment, il y a le bon, tu sais, le bon partage qui se fait, puis que ça devient, tu sais, un phénomène mondial, puis t'en as écrit un, puis juste avec un seul, là, t'es parti pour la gloire, puis là, tu sais, tu peux y aller à ton rythme après, tu sais, ça, c'est comme, c'est fou. Mais c'est vrai que quand t'embarques dans le, OK, là, je ne vis que de ça, ben, faut que tu produises. Puis, Ouais. je comprends que, c'est sûr que quand il faut que tu produises, il peut y avoir cette pression-là de dire, OK, mais là, il faut que je sorte un livre. Puis, si t'as pas nécessairement une idée, mais là, tu essaies de forcer une idée. Puis là, tu sais, c'est pas nécessairement, tu veux pas non plus rentrer dans la quantité over la qualité, tu sais. Fait que je peux comprendre. Oui, peut-être que, tu sais, des fois, sous pression, ça enlève un plaisir. Ou il y en a qui écrivent pour le plaisir, que quand c'en est ton travail, ben, tu sais, c'est Ouais. peut-être justement trop de pression pour eux autres. Fait que je peux comprendre. Ouais, parce que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai. Il y a beaucoup de gens qui écrivent. C'est une façon, c'est vraiment une forme d'expression. C'est de faire sortir le méchant. Puis des fois, il y en a beaucoup qui écrivent, puis ça prend du temps avant qu'ils publient leur livre parce que pour eux, c'est super personnel. Puis ça prend beaucoup de courage. Puis le moment qu'ils décident de vraiment comme de présenter ça au monde, c'est une grosse étape. Puis après, d'en écrire un autre, c'est peut-être pas d'implant. Ouais. Ouais. C'est un hobby passager. Ouais. Mais moi, tu vois, moi, ma situation actuelle est super, honnêtement, parce que je travaille de la maison. Fait que pour moi, Ah! ouais, moi, tu sais, moi, quand je finis, quand je punch out, je suis déjà dans mon bureau d'écriture réellement. Fait que, tu sais, si j'ai des idées puis que j'ai envie d'écrire, si j'ai pas besoin d'aller quelque part, ben, je suis déjà techniquement dans mon bureau d'écriture. Fait que, tu sais, au niveau, oui, je travaille 40 heures semaine, mais au niveau comme environnement de travail, je suis déjà dans mon bureau d'écriture. Fait que pour moi, c'est probablement plus facile que plusieurs. Puis je me sens super chanceux d'avoir cette accessibilité-là à mon espace de création. Mais oui. Fait que non, je ne vis pas de ma plume. Par contre, je te dirais, ça va faire maintenant presque 10 ans que j'écris et que je publie officiellement. Puis je commence à voir les retombées sociales. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je commence à avoir des belles discussions avec des gens, des événements, à rencontrer des gens qui ont lu. Parce que quand tu publies un livre, ça peut être long avant que du monde lise ou vienne t'en reparler. Mais là, j'apprécie vraiment comme justement à Joliette, quand on s'est rencontrés, je me souviens cette journée-là, particulièrement, j'avais eu des belles discussions avec des gens qui me revenaient qui avaient joué au Purgatoire, mon premier livre jeu. Ouais. Puis qui parlaient de leur partie, d'autres qui venaient me voir qui avaient lu un conte de feu, quelqu'un qui. Puis là, je commence cette année à voir cette espèce de retombée sociale-là, des discussions que je suis capable d'avoir avec le lectorat. Puis à chaque fois, je suis tellement content. Ça fait vraiment plaisir de voir que, tu sais, honnêtement, vendre des livres, c'est le fun, mais c'est pas ça le plaisir, honnêtement. Tu vends un livre, c'est comme, OK, cool, mais le plaisir, c'est quand ton livre s'est fait lire, puis qu'il est tombé entre les mains de quelqu'un qui, c'était vraiment dans son style, c'est le bon timing dans sa vie, c'est un moment qui comme était dans ce minding-là pour comme apprécier cette histoire-là, puis qu'après, tu jases avec la personne, puis c'est fou, ça. Le feedback que tu as avec tes lecteurs, dans le fond, là. Ouais. Tu as l'appréciation monétaire, oui, c'est le fun de vendre un livre, mais s'il n'y a jamais personne qui te revient avec qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur lecture, d'après moi, ça donnerait rien, là, presque. Mais non, parce que à moins que toi t'écris pour faire du cash, si t'es quelqu'un qui écrit pour faire de l'argent puis t'as pas envie de parler aux gens, bon, ça c'est ton droit, mais c'est parce que ce qui est trippant, c'est quand tu écris un livre. Donc moi, ce que j'écris, en réalité, j'écris quelque chose qui me fait réellement tripper en me disant, moi je tripperais si je lisais ça. Fait que, tu sais,
je le crée, ça me fait triper, je vis des choses, puis je suis tout le temps un peu nerveux quand je le publie, parce que je me dis, ce serait nice que le monde tripe autant que j'ai trippé en l'écrivant. Puis quand je vois que les gens trippent, là, ça fait plusieurs fois que je dis le mot trip, mais là, c'est comme du trip encore plus. On n'est pas, Antidote ne sortira pas des synonymes, là. On est correct. Mais, Olivier, j'aimerais ça que tu me racontes un peu ton parcours d'édition. Ouais. Tu as choisi, là, Amniotique qui est en auto-édition, Lunaire aussi, je crois. Ouais. Que tu me racontes un peu, là, pourquoi tu as décidé de faire ces choix-là ou, OK. En fait, initialement, j'avais publié ma trilogie L'Ange Gardien avec l'édition de l'Apothéose. J'avais essayé leur formule avec L'Ange Gardien tome 1, puis j'avais vraiment apprécié parce que ce qui est le fun avec l'Apothéose, c'est que tu as vraiment une relation de partenaire avec l'éditeur. Parce que tu es à compte d'auteur, mais ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils vont vraiment t'offrir tout le service là, ils vont monter le livre pour toi ou avec toi. Ils vont distribuer en librairie. Ça, pour moi, c'est super important. Pour certains de mes livres, je sais qu'il y a vraiment un grand lectorat qui se situe en librairie. Puis je vais t'expliquer pourquoi il y a certains livres que j'ai mis sur Amazon après. Mais il y a ça, avec l'Apothéose aussi, chaque fois que je publie un titre, je suis automatiquement inscrit à 3 gros salons du livre, Montréal, Québec, Sherbrooke. Ça c'est le fun. C'est vraiment cool. Fait que j'avais commencé avec eux. Ma première expérience avec l'Apothéose. J'avais aimé ça. Fait que j'ai publié mes 3 livres avec eux. J'ai fait la même chose avec Un conte de feu. Et là, quand je suis arrivé à Lunaire, en fait, initialement, Lunaire, c'est pas un livre que j'avais planifié de publier. Parce que, comme je te dis, c'est tellement un livre qui est tellement comme personnel dans sa structure, dans son processus. C'est comme je te dis, c'est tout ce que intérieurement j'ai vécu pendant 4 ans, pendant 4 ans d'exploration artistique, que j'écrivais des trucs, puis c'est assez funky comme roman, parce que en fait, c'est très abstrait, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai voulu créer un roman, l'équivalent d'une toile abstraite, mais version livre. Ouais. Puis j'étais conscient que, tu sais, ce genre de lecture-là, parce que tu as beaucoup de lecteurs, beaucoup de lectrices qui aiment lire pour se vider la tête. Ils aiment lire pour, tu sais, on met la switch à off, on lit une belle histoire, puis on se casse pas trop le bicycle. Puis avec ce livre-là, je sais que Lunaire, comme je te disais tantôt, ça se lit comme un très long poème. Réellement, c'est une histoire, mais c'est dans la forme, dans l'utilisation des mots, la sonorité tout le long du texte que moi, je le vois comme un long poème. Puis j'estimais, honnêtement, entre toi et moi j'estimais en écrivant ça, je me suis dit, il y a probablement 10% du lectorat qui va apprécier ce genre d'histoire-là. Oh mon Dieu! Ça, c'est, moi, c'est du lectorat, pas des gens. Du lectorat, ça veut dire que 9 personnes sur 10 qui vont acheter ton livre l'aimeront pas. Pauvre toi, c'est donc bien triste. C'était ma préconception, parce que je me disais, c'est-tu genre de choses qu'un éditeur voudrait publier? Parce que il y a beaucoup d'éditeurs qui, c'est correct, c'est normal, c'est stratégique, ils vont publier ce qui pogne. Tu sais, qu'est-ce qui est vraiment comme qu'est-ce qui est vendeur, qu'est-ce qui est en demande, ils vont prendre ces projets-là. Donc, tu sais, quand tu as un petit texte de 120 pages, qui n'est pas un gros projet, qui est vraiment plus abstrait, plus poétique, tu sais, y a-tu vraiment beaucoup de monde? Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, pas grand monde qui va lire ça. Fait que je le publierai pas. Mais je me suis dit, je vais prendre un guess, parce que j'ai parlé avec un de mes amis auteurs, je sais pas si tu connais Yvan Lemieux. Non? Bref, lui aussi est auto-édité, puis c'est lui qui, à un moment donné, à un événement, il me dit, mais ton livre, ça a l'air bon, comment tu m'en parles? Il dit, pourquoi tu publies pas? Puis je lui donne les mêmes raisons que je viens de te donner, puis il dit, ben pourtant, il dit, moi, je suis pas d'accord, tu devrais le publier. Puis là, il me parle d'Amazon, puis il m'explique comment ça fonctionne, puis, tu sais, encore, il me dit, publie-le, puis ça sera ça. Fait que j'ai gossé un peu sur l'outil Amazon, comprendre comment ça fonctionnait, parce que j'avais déjà le Purgatoire qui était signé avec mon éditeur, qui était censé sortir bientôt. Fait que là, je me suis dit, gars, je vais m'ouvrir une parenthèse de publication, tu sais, puis je vais y aller avec Lunaire.
Fait que c'est pour ça que je suis allé initialement avec Amazon, juste pour tester l'autopublication, pour voir ça se passait comment. Puis je me suis dit, c'est un texte que je ne me voyais pas nécessairement soumettre à l'éditeur parce que j'avais d'autres projets que je voulais prioriser. Fait que je me suis dit, ah, why not? Puis, étonnamment, Lunaire a été bien reçu. Pour vrai, honnêtement, toi et moi, j'étais un peu incertain, mais il a été vraiment très, très mieux reçu, si ça peut se dire, que ce que je pensais. J'ai été agréablement surpris. C'est ça, Amniotique. Pourquoi j'ai continué avec Amazon, c'est pour la raison que je t'ai donnée tantôt. Initialement, c'était l'année prochaine. Je voulais faire cette année L'Île oubliée de ma série Destin, l'année prochaine avec mon éditeur Amniotique. Mais là, je me suis dit, cette année, c'est un bon timing. Puis là, je connaissais l'outil Amazon. Et je sais que Amniotique, c'est aussi le public, les gens qui aiment l'horreur, qui aiment ce genre de livre-là. J'ai remarqué dans des événements qu'il y a beaucoup de monde qui me demandait, tes livres sont sur Amazon. OK. Ah, bon marketing. Ben, je me disais, tu sais, les gens qui aiment l'horreur, qui aiment les textes un peu plus à suspense, un peu plus dans ce genre-là, ils me demandent souvent si je suis disponible sur Amazon. Donc, je me suis publié Amazon. S'ils aiment commander, ils commanderont. Fait que c'est ça. C'est une très longue réponse pour ta question. Mais pour mes séries Destin, donc tous mes livres-jeux, eux autres, ça, c'est super important pour moi qu'ils vont être en librairie. Okay. Parce que j'ai remarqué que les jeunes, je m'attendais pas à ce que les jeunes embarquent autant dans ce genre de livre-là, en tout et moi, parce que moi, je l'ai écrit initialement pour du monde de mon âge et plus vieux, que quand on était jeune, on jouait à ces livres-là, tu sais, un peu solliciter la nostalgie, puis revenir dans nos bons vieux livres avec tu lances des dés, tu combats des monstres, tu résistes, c'est vraiment comme un jeu vidéo dans un livre, finalement. Mais j'ai découvert à mon premier événement avec Le Purgatoire, des parents qui venaient me voir, qui disaient « Oh my God, ça, mes enfants vont capoter. » Puis là, je posais des questions, puis j'ai comme découvert que les jeunes aujourd'hui, puis par jeunes, je veux dire, à partir de 10-11 ans jusqu'à fin secondaire, il y a vraiment beaucoup de gens qui trippent sur Donjons Dragons, les jeux vidéo, évidemment, les jeux de société, des livres. Fait qu'il y a vraiment une clientèle pour ça. Et la librairie, c'est la destination par excellence parce que les libraires à qui je parlais me disaient qu'ils ont souvent de la demande des livres comme ça, dont vous êtes les héros. C'est ça. Fait que pour ceux-là, moi, je vais continuer avec mon éditeur pour être distribué en librairie. C'est bien, vive la lecture pour nos jeunes. Ouais, 100%. C'est tellement cool. Puis j'étais surpris, puis je trouvais ça le fun de voir que non seulement, parce que ces livres-là m'ont amené à avoir des discussions beaucoup plus, avec des lecteurs beaucoup plus jeunes, hein, puis de voir à quel point, tu sais, on parle beaucoup des cellulaires, tu sais, on parle des téléphones, on le sait, là, de nos jours, c'est un fléau. Puis même, comme je te disais, j'enseignais au secondaire, je le voyais dans les classes, c'était très difficile. Mais c'est tellement fun de voir qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui traînent tout le temps un livre avec eux, qui continuent à vouloir lire. C'était où? C'était à Sainte-Marceline, en septembre cette année. J'ai rencontré une jeune, elle avait quoi? Elle avait 14 ans ou 15 ans. Puis elle me disait qu'elle n'a pas de télé, pas de rien. Elle, quand elle a envie de se divertir, elle va avoir un livre ou elle va aller jouer dehors avec ses amis. Oh, mon Dieu! Une des rares. Une des rares. Pour vrai, j'ai dit bravo, j'ai dit c'est vraiment cool. Ouais. Donc, bref. Ben c'est cool. Ouais. Puis dis-moi donc, avec tous tes livres publiés là, moi je veux savoir, y en a-tu un plus près de ton cœur qu'un autre? C'est sûr que le plus récent, c'est tout le temps spécial, hein, parce qu'il est comme nouveau. Ben, ça dépend. Il y en a qui me disent que leur premier reste leur bébé. Ah ouais? OK. Moi, je vais être l'inverse, OK? Puis je vais te dire, tu sais, mon dernier, là, c'est lui, là, L'Île oubliée. Je te dirais, honnêtement, c'est
c'est probablement le projet qui m'a rendu le plus fier. Puis pourquoi je te dis ça? C'est que avec le purgatoire, c'était le fun, c'était une aventure interactive, t'avais des dangers, c'était un univers qui était super cool, mais avec l'île oubliée, j'ai vraiment fait du world building à côté. Réellement, ça aurait pu être un roman, ça. Initialement, j'hésitais à écrire un roman fantastique ou de Ça va venir. Hein? Ça va venir. Ben, peut-être pourrait, parce que bon, bref, plein d'idées. Mais j'avais soit d'écrire un roman ou de l'intégrer à ma série de livres-jeux. Puis là, moi, parce que moi, je tripe ces jeux vidéo, hein. Fait que là, je me dis, aïe, ça va être comme ma façon de créer un jeu vidéo non officiellement pour vrai. Fait qu'il y a vraiment eu du gros world building. Il y a eu beaucoup écoute, par recherche, là, la dernière année, là, j'ai vraiment gamé en tabarouette. Parce que, c'est pénible. Maudit. Mais pour vrai, puis je m'amuse tout le temps à dire quand je game que j'étudie, parce que c'est un peu ça. J'ai essayé vraiment beaucoup de jeux en ayant en tête, OK, qu'est-ce qui fait que ce jeu-là, il me donne le goût de continuer à jouer? Qu'est-ce qui est vraiment payant dans le sentiment d'accomplissement, dans les mécaniques de jeu, dans les concepts, tu sais, vraiment au niveau jouabilité, qu'est-ce qui va vraiment être accrocheur? J'ai vraiment comme, en guillemets, étudié beaucoup de jeux pour voir qu'est-ce que moi, ça me fait triper finalement, quand j'ai une expérience de jeu. Fait que l'île oubliée, c'est tout un univers que j'ai créé. La mécanique de jeu, j'ai vraiment repoussé les limites du livre dont vous êtes le héros conventionnel. Là, on est vraiment un autre niveau. Puis je suis vraiment content d'avoir réussi à créer autant de liberté pour le joueur dans le livre. Puis juste tu sais, ma partenaire de projet, là, Virginie, qui fait les dessins, a tellement fait des dessins de fou pour ce livre-là que c'est comme vraiment toutes les facettes du projet, c'était 2 ans de travail. Puis par travail, je veux dire, on a travaillé longtemps. Fait que c'était un gros 2 ans de travail vraiment à différents volets au niveau de notre équipe artistique. Puis le résultat était juste à mon goût, à moi, c'était phénoménal. Puis c'est le plus gros projet à vie, autant au niveau épaisseur de livre que vraiment charge de travail, c'est mon plus gros projet à vie à ce jour. Donc, fait que je te dirais, c'est peut-être lui, en date d'aujourd'hui, que je suis très le plus content d'avoir de présenter puis d'avoir chez moi. Parfait, c'est une belle fierté pour toi. Ouais. Là, Olivier, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc, je vais y aller avec mes dernières questions. Et ma prochaine sera, qu'est-ce qui s'en vient pour toi côté écriture? J'imagine que tu as des idées d'écrire de quelque chose. Oui, dans le fond, mes 3 prochaines années sont déjà verrouillées. Non? L'année prochaine, il va y avoir un petit projet série destin que je peux pas dire c'est quoi tout de suite. Puis 2026 et 2027, ça va être série destin 3 et série destin 4. Donc, on a 4 aventures de confirmer, moi puis mon illustratrice Virginie. Donc, pour les prochaines années, c'est vraiment, je suis dans ce mood-là en ce moment. Je trippe, j'ai du fun. Puis, fait qu'au lieu, je travaillerai pas 2 projets en même temps. Là, si je reste vraiment dans cette ligne-là, série destin pour les 3 prochaines années. Et quand les 4 aventures vont avoir été publiées, ben là, pour ceux qui aiment les livres dans le genre de Un conte de feu puis amniotique, il y a les grandes lignes d'une histoire qui sont déjà mises sur papier, qui attendent que j'aille sorti de ma tête toutes mes aventures de livre-jeux pour pouvoir m'asseoir pleinement avec un nouveau suspense qui va sûrement plaire à ceux qui aiment les histoires énigmatiques et un peu surnaturelles. Je prends tout de suite mon numéro et je me mets en ligne. Fait que moi, j'attends ça. Compte-moi parmi tes premières lectrices. Nice. Puis ensuite, Olivier, dis-moi donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi au tournant de la nouvelle année 2025? Est-ce qu'on va te voir dans des salons ou est-ce qu'on va te voir à quelque part? Oui, j'ai quelques événements
j'ai quelques événements comme en février, il y a un événement que j'ai partagé sur ma page qui est lecteur versus auteur, qui est un événement ludique qui se fait dans un restaurant. C'est organisé par Cathy. Je me souviens pas le nom de sa page, par contre, mais bref, on va être là. Je pense qu'il y a des inscriptions ouvertes, si je ne me trompe pas. Il y a encore des places pour les gens qui veulent participer. J'ai partagé ça sur ma page. C'est une soirée à concept. Il y a 3 auteurs invités. On va jouer à des jeux de société avec des lecteurs et des lectrices pendant la soirée. Apparemment, je suis jamais allé, mais apparemment, c'est super le fun. Donc, je vais à cette soirée. Sinon, à partir d'avril, je vais être au Salon du Livre à Mirabel en avril. Québec en avril également. Oh! Ensuite. C'est le Salon de Québec. Comment? Ça, c'est le gros salon à Québec. Là. Ouais. Puis sinon, à l'automne, là, je vais probablement encore me promener à Montréal, à Sherbrooke. Mais c'est très loin encore. Là. Mais pour l'instant, je dirais cet hiver, je vais être assez tranquille parce que je vais en profiter pour écrire. Mais sinon, à partir du printemps, je vais avoir quelques salons, quelques présences dans des petits, moyens et grands événements. Mais je vais partager ça en temps et lieu sur mes pages pour que les gens sachent. Sur ta page Facebook, tu as une page Instagram. Ouais. Est-ce que tu as par hasard un site web? Non, j'ai juste ma page Facebook qui est Olivier Croteau, auteur. Puis mon présent Instagram qui est Oli Croteau, auteur, je pense aussi. On a une question ici que Jordan veut savoir à quelle année tu as commencé à écrire. On va répondre rapidement parce qu'après ça, on va donner un mot de la fin. Allez, 2014. Si ça peut être 2014, tu as commencé à écrire. Sérieusement, mon premier manuscrit, 2014 pour une publication fin 2015. Donc ça a été le début de mon parcours d'écriture officiel. Super. Ça fait une décennie. Oui. 10 ans. Puis dis-moi donc, pour terminer, Olivier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année, maintenant? Me souhaiter à moi, personnellement? Ouais. Honnêtement, la paix intérieure. Simple. Wow. Ouais. On se complique tellement la vie, puis on se met tellement de pression puis du stress pour des affaires pas rapport que des fois, je pense que le best, c'est vraiment de prendre son temps puis de relaxer. Oui. Oh mon Dieu. Hein? Moi, je me souhaite là. Je souhaite à tout le monde aussi qui sont là présentement sur le live, là, tu sais, de ralentir. C'est plus à 5 à 7 auditeurs tout le long du live. T'as beaucoup de fans comparé à d'autres. Colin. Merci tout le monde d'être là, j'apprécie. Oui! Fait que, pour conclure, on peut trouver tes romans sur Amazon. Ouais. On peut les trouver dans les librairies, alias sur leslibraires.ca, j'imagine. Puis, sur ça, est-ce que tu veux nous pitcher une autre information qu'on n'aurait pas abordée ce soir? Non, parce que si je commence avec de quoi, je vais me faire couper par le timer. Je sais, je parle trop, fait que je vais juste dire pour vrai, c'était super le fun de jaser, de répondre aux questions des gens. Je vois avec un point d'interrogation Drummondville. Je ne serai pas là à Drummondville, le salon de Drummondville, parce que je suis déjà inscrit au salon de Mirabel, qui je pense être le même week-end. Fait que malheureusement, je ne serai pas de ce salon-là, sauf s'il y a un autre événement à Drummondville quelque part dans l'année, puis ça donne. Mais pour le salon je pense, c'est ça, début mai, fin avril, là, il y a eu comme les 2 salons sont en même temps, donc je ne pourrais pas être à Drummondville. Ouais. Bon, fait que tu choisis. J'imagine que Mirabel doit rester plus proche de chez vous que Drummond. Oui. Entre autres. Fait que, sur ça, Olivier Croteau, j'ai passé un super bon moment. On a en masse discuté. J'en ai appris tout plein et j'ai encore plus hâte de lire tes prochains romans qui s'en viennent. Livre-jeu, je sais pas, faudrait que j'essaie. Mais pour les autres sortes, là, assurément. Nice. Merci Myriam, j'apprécie vraiment. Ça m'a fait super
super plaisir. Je te souhaite de passer un beau tournant de l'année demain soir. Si tu veilles jusqu'à minuit, on verra. Puis, sur ça, bien hâte de te recroiser dans les événements là, en 2025. Puis merci pour ta participation. Merci à toi. Bye, attention à toi. Merci. Salut, bye.